Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV avec Laurent Mella et Johan Fon. Bonjour à tous, 49e épisode de Good Morning SAV. Ouais, j'aime bien dénombrer les épisodes, très important pour moi parce que bientôt on aura fait 50 et ça veut dire 1 an de Good Morning SAV et ça c'est du pur bonheur, n'est-ce pas Laurent? Ah, carrément, carrément. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de pouvoir partager tout ce qui anime et ce qui est le cœur du SAV. Exactement, et d'ailleurs aujourd'hui on va parler de CGV. C'est quoi CGV? C'est les conditions générales de vente. Au SAV, vente SAV, ouais, on s'en fout. Les CGV, à quoi ça sert? Avant de donner la parole à Laurent pour savoir si les CGV, on s'en fout réellement, moi j'ai entendu dire l'autre jour que, il y a un client, il avait un problème, la machine a pris feu, des techniciens sont venus la réparer, c'était pris en charge par l'assurance. Sauf que le technicien, quand il était sur place, il a vu qu'il y avait d'autres trucs qui étaient un peu foireux. Il en a parlé au client, le client lui a dit: «Bah oui, vas-y répare, c'est pris en charge par l'assurance». Et puis voilà, il a réparé, sauf que l'assurance, elle prenait que 5 000 € et finalement, il a fait 10 000 € de réparation. Ils ont signé aucun document quand ils ont fait les réparations. Et donc, bah, la concession, en gros, elle s'est assise sur 5 000 € parce qu'il y a rien qui prouvait que le client avait donné l'autorisation d'une intervention. Et en plus, bah, il y avait pas de CGV. Et donc bref, tout ça, c'était un peu foireux. J'ai d'autres exemples en tête, mais je me dis que finalement, peut-être que des CGV, même s'il y a le mot «vente» dedans, ça pourrait être intéressant pour mon SAV pour s'éviter des problèmes. Je me trompe ou pas? Disons qu'il y a un lien, il y a un lien entre les deux. C'est que on oublie parfois et ou on ne sait pas ce que c'est que réellement un acte de vente. C'est quelque chose qu'on regarde plus. On parle de vente, on parle de commerce, mais qu'est-ce que c'est que l'acte en lui-même de vente? D'un point de vue juridique, c'est très clairement défini. Ok, et l'acte, c'est deux obligations principales. C'est de délivrer la chose vendue et de garantir la chose vendue. Ok, donc dans le droit, il y a quelque chose de très clair, c'est que en gros, si je simplifie, il y a une promesse. Je te promets que le produit que je te vends ou le service que je te vends va faire ceci ou cela, et je te garantis qu'il va le faire. S'il ne le fait pas, je vais faire ce qu'il faut pour que ça le fasse. Bah, c'est nickel. Moi, je vends rien au SAV, donc hop, Ouais. sujet suivant, on peut arrêter l'épisode. Sauf que, dans le cas que tu décris, j'ai quand même un peu l'impression que on a vendu une forme de réparation à ce client, sur le fait que sa machine allait revenir en état à un moment donné, et que ce client en a profité pour dire: «Mais attends, il y a aussi 2-3 petits trucs à côté, est-ce que tu veux bien le faire?» Et que comme on le fait souvent au SAV, on dit oui et on ne cadre rien. On se T'inquiète, je dit: m'en occupe. «Je rends service, je suis dans rendre service, donc je m'en occupe, je le fais». Et puis à un moment donné, le droit nous rattrape en disant: «Mais hop, 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 est-ce que vous avez cadré votre acte de vente?» «Mais je suis pas à la vente sur SAV comme tu viens de le dire». «Ouais, mais tu viens de vendre une réparation». En fait, dans nos relations professionnelles avec des clients, on est tout le temps dans un acte de vente, tout le temps. Donc, le droit du commerce, du code du commerce, est toujours présent. Il est toujours là, latent, à nous attendre au détour du chemin si quelque chose ne va pas. Si à un moment donné, il y a une forme de litige. On en reviendra au droit. Qu'est-ce qui fait la base de la relation commerciale? Ce sont les conditions qu'on a convenues les uns et les autres pour travailler ensemble. Et ces conditions, elles sont récurrentes. On a toujours à peu près les mêmes conditions avec nos clients sur les choses que l'on est prêt à accepter, les choses que nous ne sommes pas prêts à accepter, les limites que l'on pose dans notre relation transactionnelle. Eh bien, ça s'appelle des conditions générales de vente. Donc, ces conditions générales de vente, si on veut qu'elles puissent servir juridiquement en cas de litige, il faut donc, un, qu'elles existent, et deux, que le client les ait signées, les ait acceptées. Pourquoi signer? Parce qu'il faut que je puisse faire la preuve que le client les a acceptées. Sinon, juridiquement, elles ne valent rien. Donc, je dois mettre un peu les mains dans le cambouis et je dois aller chercher, finalement, quelles sont les conditions dans lesquelles j'accepte d'avoir une relation commerciale avec un client. C'est quoi les conditions? Mmh. Bien, ces conditions, ça va être que ça corresponde au métier que je fais, aux machines, aux produits, aux services que je propose, que ça va être dans certaines conditions de flux logistique, des conditions de livraison, des conditions de paiement que j'accepte jusqu'à un certain seuil.
des conditions de garantie. Tout ça, ça doit être écrit quelque part. Ça s'appelle les CGV, les conditions générales de vente. Mmh. Et d'ailleurs, il me semble que la loi, en plus, oblige à avoir certaines mentions dans tes CGV, je me trompe ou pas? Alors, la loi est intéressante pour ça, c'est-à-dire que les conditions générales de vente, ce n'est pas une obligation légale. Ah L'obligation d'accord, légale, c'est de les fournir si un client les demande. OK, Pas mal. Hein. L'obligation, c'est que si un client fait la demande, je dois être capable de les fournir. OK. Ça, c'est la loi. Donc, on n'est pas obligé d'en avoir, mais il est quand même fortement recommandé d'en avoir parce que forcément, un client me les demandera un de ces jours. Donc, la difficulté, c'est qu'est-ce que l'on met dedans? Hein, c'est ça la difficulté. Qu'est-ce que j'écris? Et finalement, est-ce que je peux pas prendre un modèle lambda quelque part et puis c'est bon, Et là je le pose sur mon site internet, c'est bon, c'est réglé. ou, Ah non, on peut même demander à ChatGPT de nous en faire une, de toute non, façon, c'est encore plus hein? simple. Voilà, c'est Voilà. encore plus simple. Sauf que la loi, elle précise une ou deux petites choses complémentaires, c'est que mes conditions générales de vente doivent être singulières, uniques, authentiques, adaptées à qui je suis, à mon entreprise et mon métier. Donc je ne peux pas faire un copier-coller. Ce n'est pas possible. Je dois les avoir construites par rapport à qui je suis, une transaction que j'ai à mener, mes produits, mes services, mon contexte, mes segments de marché, etc., etc. Super intéressant. Donc, c'est quand même une contrainte forte quelque Ouais. part que beaucoup ont tendance à faire du copier-coller, hein. Parce que c'est quelque chose qui embête un peu les, les gens. C'est de la paperasserie. C'est une paperasserie qui est juste fondamentale. C'est une paperasserie qui protège l'entreprise, qui protège chacune des relations commerciales que je vais avoir. Sauf que tout le monde dans l'entreprise n'a pas la conscience de ça, n'a pas la conscience que ce truc-là qui est imprimé en tout petit derrière la facture, c'est important, OK? En caractère en général de 7, vous connaissez? C'est ça. 5, 6, 7, 8, quasiment illisible, parce qu'on n'a pas envie de s'embêter avec ça. Alors évidemment, je fais une petite généralité, bien sûr qu'il y a des entreprises qui se prennent ça très au sérieux et la plupart en général. La difficulté, c'est que ça descende auprès de tout le monde, des commerciaux, des assistants, des techniciens. Que tout le monde ait compris, à quoi ça sert, ce truc-là? Pourquoi c'est important? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences quand elles ne sont pas signées, quand elles ne sont pas faites correctement? Et ça permet d'avoir aussi une conversation complémentaire qui est, quelle est la conséquence des écrits, de l'importance d'avoir des écrits dans l'entreprise? Pourquoi il faut qu'un rapport d'intervention soit extrêmement détaillé sur ce qui a été fait? C'est le même principe que les conditions générales de vente. C'est la seule chose qui est opposable au tiers, c'est-à-dire que je peux mettre en avant et qui va me servir à me défendre s'il y a un litige. S'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de défense. Ok. Le juge ne regardera que ce qui a été écrit et signé. Le OK. reste, il s'en fiche. Donc d'ailleurs, je suppose que dans l'exemple que j'ai pris, c'est vrai qu'on pourrait se dire: «C'est quoi le rapport avec les CGV?» mais je suppose que logiquement dans tes CGV, vis-à-vis de ton client, c'est écrit quelque part que tu lui as fait signer un ordre de réparation, j'en sais rien comment ça peut s'appeler, mais tu lui as fait signer un document Eh oui. en arrivant peut-être un devis et puis en partant, le résumé de ce que vraiment tu as fait. Une des clauses forcément dans tes CGV, ça va être de dire qu'aucune opération ne sera faite sans un accord signé préalable du client, par exemple. OK? Il y a 1000 formulations, mais ça va être ça l'enjeu. Donc, dans le cas que tu décris, évidemment que le technicien aurait dû s'arrêter à ce moment-là, de dire: «Attends, ce qui est convenu, d'après moi, des informations que j'ai, c'est ces 5 points-là. Toi, tu m'en demandes 3 de plus. OK, moi, je suis OK pour les faire. Simplement, c'est en dehors du processus, donc je te demande de signer le devis qui va avec». «Oui, mais c'est pris en compte, c'est bon, t'inquiète pas, c'est l'assurance qui paye». «Pas de problème. Je te fais le devis, tu le fais signer par l'assurance. Dès que j'ai le retour de l'assurance, je fais l'intervention». «Oui, mais tu te rends pas compte, le processus, ça va être trop long. Moi, je veux que tu fasses». «Tu là, fais-le maintenant». «OK, à ce moment-là, c'est toi qui signes le devis». Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est certainement ce qui s'est passé en plus parce que tu pourrais vite, rejeter la faute sur le technicien, machin, Bien sûr, bien mais sûr. je vois bien la grosse pression, le mec est en carafe au milieu des champs. Voilà quoi, tu Ah vas, oui, bah, c'est bien fait. voilà. Donc l'intérêt de tout ça et ce qu'il faut expliquer aux techniciens, c'est que il y a pas de notion de faute, OK? C'est lui qui doit savoir. Désolé, on a eu un petit problème technique, à faire une petite coupure, on était en train de parler, bah, voilà, on n'a pas fait signer les documents, l'entreprise, ça veut dire que le risque pour l'entreprise, pardon, ça va être potentiellement elle gagne pas d'argent et dans mon exemple, c'était le cas. Ils se sont quand même assis sur 5 000 € et que mécaniquement, toi, technicien,
bah, si tout le monde commence à enchaîner ce genre de choses, bah, tu es à risque de pas avoir de salaire à la fin du mois, donc c'est très important. Voilà, c'est exactement ça. C'est que en fait, les documents que l'on fait signer aux clients, n'ont pour objectif principal, c'est pas le seul quand même, mais l'objectif principal, c'est quand même de protéger l'entreprise, donc de protéger les salariés contre des mauvais comportements, des incompréhensions qui auraient une conséquence financière à un moment donné, ou des conséquences face au risque. Et en fait, c'est de la gestion du risque. C'est ça que l'on fait. Et les conditions générales de vente, c'est le cœur du réacteur. C'est quels sont les risques dans le processus commercial auquel l'entreprise est exposée et sur lesquels elle doit se protéger, elle doit cadrer ce qu'elle accepte comme risque et ce qu'elle n'accepte pas comme risque. C'est donc forcément différent d'une entreprise à une autre. Ce qui justifie aussi que les conditions générales soient différentes d'une entreprise à une autre. La particularité dans le service, c'est que comme je le disais tout à l'heure, c'est le niveau de compréhension de nos équipes, de nos assistants, de nos techniciens, nos chefs d'atelier, nos inspecteurs, que tout le monde en fait comprenne que ces documents-là, c'est pas de la paperasserie, c'est pas des choses qui sont faites pour être pénibles, c'est pas de l'administratif en plus, ça fait partie du travail. Ça fait partie du travail, un peu plus aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans, oui, c'est vrai. Mais ça fait partie du travail de passer les étapes qui doivent être passées pour être protégé. Donc, dans l'exemple que tu prenais, c'est avoir fait signer un devis, très clairement. À la fin de l'intervention, d'avoir fait signer un rapport d'intervention, et ce rapport d'intervention doit être précis. On doit décrire quel était le problème, ce que l'on a fait, euh, quelles conséquences éventuellement on a évité, quelles pièces on a changées, etc. Donc, c'est de la même de façon que l'on va être précis dans le rapport d'intervention, à la fois pour des questions juridiques, mais aussi pour des questions de traçabilité, des questions aussi de mémoire, hein, il y a d'autres effets utiles. Dans les conditions générales de vente, on va écrire ce que l'on accepte, ce que l'on n'accepte pas, où on pose les limites. Les particularités qu'il peut y avoir, c'est que les conditions générales de vente ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même structure si on s'adresse aux particuliers ou aux professionnels. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Donc, quand on est une entreprise qui vend de l'électroménager à du grand public, on a des conditions générales de vente qui répondent à un certain schéma. Quand on est un fabricant de machines dans l'agroalimentaire, dans le traitement du déchet, dans l'agricole, dans le BTP, ou qu'on soit distributeur, c'est la même chose. On a des conditions générales pour professionnels. Et quand on est loueur, on a des conditions générales de vente de location. C'est encore différent. Il y a d'autres éléments. Donc, il n'y a pas un seul et unique modèle. Pourquoi c'est différent entre le particulier et le professionnel? Parce que le professionnel dépend du droit du commerce, le particulier est du code civil, et le particulier dépend aussi du code civil et du code de consommation. Et le droit lié à la consommation est différent. Notamment, une des différences fortes, par exemple, pour être concret, c'est que le client doit être informé des conditions générales de vente avant la livraison. Et vous devez faire la preuve en tant que fournisseur que le client a signé et accepté vos conditions générales de vente avant la livraison, pas au moment de la livraison, comme c'est le cas pour les professionnels. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas au même endroit que ça se situe. Et puis, il y a tout un tas d'autres variantes particulières au code de consommation. Donc, sans rentrer spécifiquement dans les détails de chacun, il faut savoir que si j'adresse les deux clientèles, et c'est le cas, par exemple, dans le monde du TP, dans le monde de l'agricole, on a souvent les deux clientèles. On a à la fois des professionnels et à la fois des particuliers. Donc, on doit avoir deux conditions générales de vente qu'on va faire signer à l'un ou à l'autre. En aucun cas, c'est le même document pour tous. Ok. D'accord. Donc, ça, réinterrogez-vous et regardez ce que vous faites au quotidien, si vous avez bien pris en compte ce cas-là, parce que sinon, vous êtes en dehors des clous. Et si vous avez Mmh. un litige, vous aurez du mal à vous défendre. La deuxième chose qui est très importante, donc je vais rester un peu plus peut-être sur le monde professionnel, c'est que dans cet univers-là, c'est du gré à gré, c'est-à-dire qu'on se met d'accord. Il y a quelques clauses un peu obligatoires, mais qui sont un peu les mêmes que celles qui doivent apparaître sur la facture. OK, on doit avoir posé un minimum de clauses, obligatoires, mais c'est surtout qu'on va pouvoir définir comment on veut que la relation commerciale se déroule. Si donc ça veut dire il faut redécortiquer tout son processus commercial, analyser les risques à chaque étape, dans la prospection, dans la proposition commerciale, à l'ouverture du compte client, au moment de la commande,
au moment de la logistique, la livraison, de l'emballage, au moment de la réception, au moment de la fabrication, au moment de la facturation, au moment du recouvrement, au moment de la mise en service, au moment des conditions de garantie, au moment de toute la suite du SAV, tout ça doit apparaître dans les conditions générales de vente. Tout. On doit tout avoir décrit. Donc c'est un travail un peu fastidieux si on l'a pas fait. Bon, en général, les entreprises l'ont fait. Heu, mais en revanche, c'est un travail qui doit être refait, qui doit être remis à jour régulièrement. Sa vie, c'est pas un truc figé dans le marbre. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de cas de figure qu'on n'a pas prévus. Tous les litiges qu'on vit au quotidien, il y a des Mmh. conséquences. Il y a donc de nouveaux risques associés. Est-ce que ces risques-là, on les a appréhendés dans nos conditions générales de vente? Souvent non, parce qu'on ne pouvait pas les anticiper. Donc, on va mettre à jour nos conditions générales de vente avec l'analyse des litiges, avec l'analyse des problèmes qu'on a rencontrés tout au fil de l'année précédente, par exemple. Mmh. C'est juste fondamental, hein. Et c'est un peu comme une assurance finalement. Tant que tu pas de problème, tu te dis: «Ah, j'ai pas envie de payer mon assurance». Le jour où tu éclates ta voiture, tu es bien content d'avoir, la réparation qui est totalement pris en charge. C'est un peu ça les CGV. Au-delà d'une assurance, c'est les conditions de l'assurance. C'est quelle est la part de risque et c'est un peu le mécanisme dans le parallèle que tu fais est important, c'est, quand on prend une assurance, soit on prend une assurance qui couvre tout et on veut pas du tout se poser la question des risques, on veut juste que tout soit géré par quelqu'un d'autre, c'est un choix possible. Soit on analyse précisément les risques auxquels on est confronté et on décide ce que l'on prend soit en charge, en disant si ça arrive, eh bien c'est nous qui assumerons. Et puisque l'on ne veut pas prendre en charge parce que les montants sont trop élevés, parce que les conséquences sont trop lourdes, et à ce moment-là, on va chercher l'assurance. Eh bien, la logique vis-à-vis des conditions générales de vente, c'est la même chose. C'est j'ai cette analyse de risque-là. Quels sont les risques où j'accepte qu'il y ait un espace de jeu possible, et quels sont les risques où c'est non. Moi, je m'arrête là. Je conseille un très grand degré de précision dans les conditions générales de bien poser les choses. Pourquoi? Parce que plus c'est clair, plus il y a un litige, le juge saura sur quoi s'appuyer. Plus c'est flou, plus il y aura une interprétation. Et si le juge interprète, il peut interpréter dans le sens de l'un ou de l'autre, selon les éléments de contexte qu'il aura. Et ce sera toujours l'appréciation du juge, hein. C'est celle-là qui l'emportera à la fin. Donc, faut lui faciliter le travail. Et la deuxième raison pour laquelle je conseille que ce soit très précis, c'est que ça amène une conversation saine avec les clients. À partir du moment où le client va réagir en disant: «Non, non, mais moi cette condition-là, elle est pas je suis pas d'accord». OK, creusons. Pourquoi tu n'es pas d'accord? C'est quoi les conséquences pour toi? C'est quoi les conséquences pour moi? Je vais te parler de mes contraintes, tu vas me parler de tes contraintes et on va voir où on trouve un compromis. Mais il vaut mieux avoir cette conversation-là avant d'engager la moindre relation commerciale. C'est avant qu'il faut avoir la conversation. Parce qu'après, le rapport de force est plus du tout le même. Souvent, ce qui ressort, c'est que, j'ai des commerciaux qui me disent: «Oui, mais Laurent, tu te rends pas compte, c'est déjà compliqué de gagner une vente. Alors si en plus je dois mettre des conditions générales de vente, si en plus je dois mettre les conditions de garantie», parce que j'ai le même conversation sur la garantie, hein, parce que pour Ouais. moi, il faut en parler très tôt. Ça complexifie et puis, j'ai des clients qui vont me dire: «Ah, tu gentil, mais moi, on verra quand ça arrivera». Eh oui, mais je peux pas attendre, je peux pas dire: «On verra», je peux pas accepter «on verra». Donc, je vais pousser et ce que je conseille aux commerciaux ou aux techniciens quand ils sont amenés à avoir ces conversations-là, c'est dire: «Non, non, mais attends, c'est pas moi qui ai envie d'être pénible. Ce sont nos procédures. C'est notre process interne qui fonctionne comme ça. Donc, on doit parler des conditions générales de vente et voilà les 3 points clés que j'ai identifiés entre toi et moi par rapport à ton contexte et le mien. Donc, simplement, je te le souligne. Je te souligne que chez nous, ça va se passer comme ça». Le fait de l'avoir fait, le fait de l'avoir verbalisé, si jamais plus tard il y a un désaccord, j'ai un point d'appui sur lequel je vais pouvoir revenir. On Mmh. en a parlé tel jour à telle heure et tu as signé ces conditions-là Donc tu et es pas par mettre le litige. en train de dire que, ouais, il faut en parler aux clients ou aux prospects, mais justement à quel moment? C'est-à-dire, tu vas intervenir, chez le client qui est en panne. Heu, alors, si tu le connais, je suppose que tu vas pas lui faire tous les jours, mais les 2, 3, 4, 5 premières fois, c'est ça que tu conseilles? Quand que tu sois commercial ou technicien, tu dis: «Au fait, chez nous, ça se passe comme ça» et cetera, c'est ça? Alors tu es pas obligé de tout lui lire, mais de lui dire: «Les 3 trucs plus importants, c'est ça, ça, ça». Oui,
Oui, je conseille de le mettre dans le processus commercial, de dire avant de signer le bon de commande, avant de signer le bon de commande, de se dire: «Voilà les 3 points clés que je veux porter à ton attention, qui sont importants dans notre mode de fonctionnement. Voilà les 3 points clés de la garantie qui sont importants. Voilà ce qui est réellement couvert, voilà ce qui ne l'est pas». Que ce soit très clair avant l'engagement. Parce que si j'ai eu cette conversation et que je lui ai fait signer le document qui le confirme, je suis totalement protégé en cas de litige. Totalement Mmh. protégé. Si je ne l'ai pas fait, c'est la zone de flou, c'est l'interprétation du juge. Donc c'est un choix. Là encore, c'est une dose de risque, hein. Je choisis Ouais. où je le mets, où je Ce qui m'exerce. veut dire que là, on est au niveau du terrain, ce qui veut dire que tu es manager, chef, directeur, peu importe comment ça s'appelle, mais tu gères des équipes. Il faut que tu aies fait le job aussi vis-à-vis de tes équipes, de leur dire: «Au fait, on a des CGV ou SAV, des trucs de garantie», de faire le même job en leur disant, et je pense même plusieurs fois par an: «Rappelez-vous, c'est comme ça que ça marche, il y a ça dedans et ça sert à ça, quoi». Oui, exactement. Alors il y a 2 sujets dans ce que tu dis. Le premier, c'est d'un point de vue managérial, la direction doit être claire sur les attendus, sur sur le fait que considérer les conditions générales de vente, c'est pas un machin du service juridique. Ça fait partie du commerce, OK? C'est sous l'égide de la direction commerciale. Donc la direction commerciale doit être nickel là-dessus et doit faire descendre tout ça au niveau des commerciaux terrain et au niveau du service après-vente. Et c'est le deuxième aspect que je voulais souligner, c'est qu'il y a des choses qui sont particulières au service après-vente. Dans les conditions générales de vente, on doit avoir clairement défini les conditions de garantie, très clairement. Qu'est-ce qui Mmh. se garantit? Le point de départ, le point d'arrivée. C'est très important parce que le point de départ, par exemple, de la garantie, c'est quand? C'est au moment où le produit part de l'usine? C'est au moment où le produit part de l'agence? C'est au moment où le produit arrive chez le client? C'est après la mise en route? C'est après la signature du PV de réception? C'est à quel moment qu'elle démarre? Tout ça, ça joue énormément parce que, par exemple, sur des lignes de production un peu complexes, le moment où on a livré et au moment où on fait la mise en route, il peut y avoir 3 mois d'écart. Bah oui. C'est qui les prend en charge, ces 3 mois de garantie? Donc ça doit être clairement posé. Le deuxième aspect qui doit être clairement posé dans les conditions du SAV, c'est les conditions de réparation. Qu'est-ce qu'on appelle une réparation? Elle commence où? Elle s'arrête où? C'est quoi les conditions de facturation qui sont liées à ça? Et dans les conditions générales de vente, on va poser tous les éléments généraux et puis ça n'empêche pas, dans une négociation avec un client, de les modifier. Auquel cas, ça apparaîtra sur le devis, sur la proposition commerciale, le fait qu'on modifie telle clause des conditions générales de vente de telle manière que, OK, on accepte, on a cédé sur ceci ou pas, on a serré ceci ou pas, et on le précise. Ah ouais, tu peux, d'accord. Bien sûr, on peut déroger aux Mais conditions générales de vente à condition de s'être mis d'accord avant la livraison, au moment de la commande. OK? c'est vrai que tu vois, tu es en train de dire ça et je te pose la question bêtement, mais moi j'ai des CGV pour mes vidéos. Dedans, il y a la mention que je peux utiliser les vidéos pour faire ma promotion sans accord, du client, parce que sinon tu en termines jamais. Et justement, il y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a dit: «Non, non, alors peut-être c'est le seul à les avoir lus». Il m'a dit: «Là, c'est marqué sauf accord écrit, donc tu vas écrire sur le devis que je suis pas d'accord et que si tu veux en utiliser une, tu vas me demander». Tu «Ouais, ouais, OK, pas de Ouais, problème» et on l'a écrit en effet. on peut se mettre d'accord. OK? Ouais, c'est vrai. Elles sont pas gravées dans le marbre. C'est un document de référence pour discuter. OK? Et je décide en interne, et c'est chaque stratégie d'entreprise, je décide ce qui est négociable de ce qui ne l'est pas, ce qui est ferme de ce qui ne l'est pas. Et Mmh j'ai mh. transmis ça à mes équipes. Même ma direction commerciale, ma direction de service savent très précisément ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Et en fonction des litiges qu'on va vivre, des cas de tension qu'on va vivre dans l'année, on va s'ajuster. Soit on va renforcer certains points parce qu'on était un peu trop flou, soit on va réajuster, on était peut-être un peu trop serré à certains endroits, ça a joué contre nous. OK, C'est et on ça. ajuste. OK et peut-être avant de terminer, moi je voudrais revenir en arrière entre le statut du professionnel et du consommateur. C'est une question que je vais te poser, mais il me semble avoir compris un jour que, heu, bah, si je prends l'exemple d'un agriculteur, on lui vend du matériel agricole, on considère qu'il est professionnel et que c'est son domaine de compétence, il sait très bien ce que c'est qu'un tracteur, comment ça fonctionne. Par contre, un consommateur, quand on lui vend un truc, on considère que, il est bête comme un manche, il sait pas comment ça fonctionne et que c'est pour ça, par exemple, que c'est marqué qu'il faut pas mettre le chat dans le micro-ondes. Ouais. C'est vrai ça ou je me trompe? Non, bien sûr, les professionnels sont des professionnels, les particuliers.
ne sont pas censés avoir la compétence des professionnels. C'est pour ça que le code de consommation est beaucoup plus protecteur que le code du commerce. Dans le code du commerce, en gros, les lignes directrices, c'est on se met d'accord. C'est la c'est la ligne directrice. OK? On doit, livrer la chose vendue et on doit la garantir. Dans le code de consommation, on doit garantir toutes les spécifications que l'on a décrites pour éviter la publicité mensongère, parce que le consommateur n'est pas un professionnel. OK? Donc ça va plus loin. Les curseurs sont juste poussés plus loin pour le protéger. Donc on peut comprendre, hein, la philosophie qu'il y a derrière, mais la conséquence quand on est fournisseur, qu'on soit fabricant ou distributeur, c'est qu'on doit avoir ces conditions-là ajustées. Donc on doit avoir un peu de connaissance du code de la consommation et du code du commerce. Sachant que les 2 aussi sont régis par le code civil pour, tout ce qui concerne, l'atteinte aux personnes, les conséquences qui peuvent être liées sur les biens, etc. Mmh. Donc ce ce point-là est important. Un point qui va changer aussi dans le monde professionnel, c'est que parfois les fournisseurs sont face à des conditions générales d'achat. OK? Ah ouais? C'est-à-dire qu'il y a des clients, notamment les grands comptes, qui ont défini leurs conditions générales d'achat. Ils ont fait le même travail en sens inverse, pour dire voilà les D'accord. conditions auxquelles on achète les choses. Et ils les font signer évidemment aux fournisseurs. Là, c'est le dernier document signé qui fait foi. C'est-à-dire que si vous avez des conditions générales de vente, mais que vous signez des conditions générales d'achat et que certaines clauses des conditions générales d'achat sont en opposition avec vos conditions de vente, c'est le dernier document signé qui fait foi. Donc, si j'ai signé les conditions générales d'achat, c'est les conditions du client qui s'appliquent, pas les miennes. OK. Donc, La c'est vache. important de l'avoir en tête avant de signer les conditions générales d'achat. Et on voit bien que dans ces cas-là, les commerciaux vont avoir un rôle à jouer pour négocier mes conditions générales de vente, tes conditions générales d'achat, où on se met d'accord. Et là, il va falloir rentrer dans le document, hein. Il va falloir aller point par point, dire ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. Et on revient dans une négociation commerciale. Ce n'est rien d'autre. Aucun client ne peut m'imposer ses conditions générales d'achat légalement, hein. Il ne peut pas le faire, il n'en a pas le droit. Et moi, je ne peux pas imposer mes conditions générales de vente. On doit se mettre d'accord. Alors après, il y a le rapport de force, hein. Je suis un grand compte, tu veux travailler avec moi, tu acceptes mes conditions. Ça peut arriver. Euh, Ce que je laisse faire, on l'a vu dans un autre épisode, hein, c'est une question de poser des limites. Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Est-ce que si les conditions générales d'achat m'étranglent, me font peser des risques extrêmement importants par rapport à ma taille d'entreprise, à mes conditions à moi, est-ce que je l'accepte ou pas? Je ne suis pas obligé de l'accepter, je ne suis pas obligé de travailler avec ce grand compte. OK? Donc c'est des choix. Ou j'accepte et je prends le risque. Donc moi je ne juge pas, hein, c'est pas ni bien ni pas bien, c'est juste toujours une question d'analyse de risque. Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Faut juste Pour faire une analyse correcte, il faut être conscient des conséquences. Pour moi, pour faire des choix sains, il faut être conscient des conséquences. Si on est conscient des conséquences, on fait nos choix. Après, on est responsable de nos choix. Mais il faut prendre le temps de se poser la question Il surtout. faut prendre Parce le temps que de se des poser la fois, question et que mes équipes aient une lecture claire des conséquences pour elles-mêmes être en capacité de faire les bons choix sur le terrain. Parce qu'elles vont, les équipes, elles sont en train d'arbitrer tous les jours. Elles sont en train de faire des choix tous les jours. Donc, est-ce que je leur ai amené le bon niveau de conscience et je leur ai donné les bons outils? Et est-ce qu'ils ont les bons outils, les moyens pour faire et les bonnes compétences pour faire? c'est là où il faut pas trop, faut avoir, comment, le recul nécessaire pour pas être attiré par l'appât du gain. Parce que c'est vrai que pour avoir, moi, négocié des gros devis et que les mecs ils disent: «Ah non, non, mais toi, tu demandes, 100 du paiement à la commande, alors là, tu peux aller te faire voir, ça sera comme ci, comme ça», et là, tu te dis: «Ah la vache, alors est-ce que je suis capable de l'assumer ou pas?» Et que tu te dis: «Waouh, attends, mais il y a quand même 15 000 €». Et 15 000 €, j'allais dire de le domaine SAV ou machine ou produit dont on parle, je pense que c'est ridicule, donc ça vous fait rire, mais ça peut rentrer en compte, quoi. Ouais, en delà des montants, en fait, c'est vraiment un choix à un moment donné. En fait, si on revient à la racine de l'acte de vente, c'est bien un choix. Je suis pas obligé de vendre à tout le monde. Ouais. J'ai bien la possibilité de choisir à qui je vends. Donc, alors on n'a pas le droit de refuser une vente à partir du moment où on a fait une proposition. OK, là, on doit aller jusqu'au bout du processus. Ah ouais? Si on déroge à certaines conditions qui ont été validées au départ. OK, donc si on déroge à des conditions, à ce moment-là, je peux refuser ou ajuster le prix. Il y a plein de façons, je dirais, de dire non à un client. Donc le sujet là qui est derrière, c'est
de revenir à la racine des choses et de se dire: «Oui, bien sûr, j'ai des objectifs. Oui, bien sûr, je dois, réaliser un certain chiffre d'affaires, une certaine marge, un certain volume de services, de machines, de pièces. Oui, OK, ça, c'est les objectifs. OK, on a quand même notre libre arbitre à tout moment. Donc, si on a fait en interne un vrai travail sur l'analyse des risques et qu'on s'est positionné clairement et que ça vit ça, parce que les risques n'arrêtent pas de bouger autour de nous, hein, donc ça vit. C'est quand même, encore une fois, rien n'est jamais figé dans le marbre. Il faut y revenir, il faut réanalyser. Et si ça, c'est clair dans mes équipes feront toujours les bons choix, pas les meilleurs choix possibles. OK Ou ça et ouvrira des discussions intéressantes. Et parce que alors les gens ça sont pas obligés de choisir tout seuls. sujet intéressant, on commence à bouffer le temps, mais une dernière question, c'est que souvent quand on signe les devis, il y a les CGV derrière écrits en tout petit là, comme on disait, qui doivent tenir sur une page. Hem, C'est-à-dire que et c'est même marqué que dès que tu signes le truc, implicitement tu es d'accord ou explicitement tu es d'accord, enfin tu acceptes les CGV quoi. Et en fait, si tu signes 15 factures dans l'année et que les CGV elles changent, c'est pareil, c'est à chaque signature, tu remets à jour ton accord par rapport aux nouvelles CGV qui ont changé, même si tu t'en rends pas compte, C'est si on te toujours l'a le pas dit? dernier document signé qui fait Ouais, foi. voilà, OK. Donc le dernier document signé, ça veut dire quoi? Par rapport à ce que tu dis, c'est que les conditions générales de vente derrière la facture, c'est une information, OK? Ça sert à rien d'autre que de donner de l'information. Ça n'a aucun poids juridique. Les conditions générales de vente doivent être signées au moment de la vente, au plus tard, OK? Et en dernier recours avant la livraison. Si jamais c'est pas sur le moment du devis, elles doivent être signées avant la livraison. Personne ne fait signer les conditions générales de vente entre la commande et la livraison. J'ai jamais vu le cas. Peut-être que ça existe, mais j'ai jamais vu le cas. Donc c'est à la commande, je dois joindre le document, conditions générales de vente. Elles peuvent être éventuellement au dos du devis avec une phrase devant le devis qui dit la signature de ce devis vaut la signature de conditions de recommande située au dos de ce document. Si ça c'est écrit et que j'ai un lu et approuvé avec une signature, tout va bien. Je suis nickel. Si c'est pas le cas, ça ne marche pas. D'accord, mais Allez, attends, tu nous as dit au début de l'épisode que c'était pas une obligation de les donner, oui, mais c'est une donc obligation pour se défendre. OK? C'est-à-dire que nous n'avons pas l'obligation d'avoir des conditions générales de vente. Nous avons l'obligation de les fournir si un client les demande. mais mettons, j'en ai des CGV, le client ne les demande pas, il signe mon devis, elles sont quand même applicables ou pas? C'est vrai? Si j'en ai pas, elles sont pas applicables. Si je Non, mais les ai si pas j'en fait ai. signer. Ah oui, mais il faut qu'il les ait signés. Ouais, d'accord, donc ouais, Et donc en fait, OK. donc c'est, on voit bien que c'est le serpent qui se mord la queue. Oui. Finalement, c'est plus que recommandé d'avoir des conditions générales de Ouais. vente et plus que recommandé qu'elles soient extrêmement bien construites, évidemment, et de les faire signer au bon moment, c'est-à-dire au moment de la commande. OK? Avec un petit lu et approuvé. Pourquoi? Parce que s'il y a litige, ce sera ces documents-là qui vont faire foi. C'est en cas de litige, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de litige, c'est neutre, c'est relativement neutre. Si ce n'est que ça amène des conversations intéressantes, je trouve, dans la Mmh. relation commerciale. Mais en dehors de ça, c'est neutre. C'est le jour où il y a un litige que ça va jouer. Donc faut faire attention quand je suis en train d'aller réparer chez un client, qu'il y ait bien la mention que devant, que si tu signes, il faut bien mettre lui approuvé, tout le bazar, quoi. Ah, c'est Oui, chaud là. c'est juste du process. Il faut juste l'avoir Ouais, voilà. structuré, l'avoir pensé pour que les équipes aient pas à y réfléchir, elles aient pas à y penser tout le temps, et avoir, dans l'idéal, fait signer les conditions générales de vente à l'ouverture de compte. OK? Tant qu'il n'y a pas d'éléments qui viennent les modifier, elles sont toujours valables. OK? Donc on le fait une fois et on le refait quand on modifie nos conditions générales de vente. On refait signer. Bon, en tout cas, c'est pas parce qu'il y a le mot «vente» dedans que c'est pas applicable à vous qui faites du SAV, attention, hein. Exactement, les conditions du SAV sont dedans, elles sont importantes. Ouais, d'ailleurs, je dis ça, mais dans le mot SAV, il y a quand même vente, hein, donc Eh oui. En vrai, dans des transactions commerciales, malgré tout. allez, soyez prudents avec ça, en tout cas. Bonne semaine à tous. C'était Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV, présenté par Laurent Mella, expert SAV, et Johan Fon, créateur de vidéos tuto pour ton SAV.